Le 26 septembre 1983, en pleine nuit, un homme est seul dans un bunker soviétique. Il s'appelle Stanislas Petrov, il est lieutenant-colonel et cette nuit-là, il surveille le système d'alerte nucléaire soviétique. À minuit 15, l'écran devant lui s'allume en rouge. Le système détecte le lancement d'un, puis deux, puis 5 missiles balistiques américains. Le protocole est clair, il doit immédiatement transmettre l'information à ses supérieurs pour déclencher une riposte nucléaire. Et si la riposte part, c'est pas juste un missile. À cette époque, les arsenaux combinés des États-Unis et de l'URSS dépassent les 50 000 ogives nucléaires. La doctrine en vigueur est simple, si un camp tire, l'autre riposte dans les minutes qui suivent. Du fait des diverses alliances entre pays, en moins d'une heure, les grandes villes de l'hémisphère nord seraient rayées de la carte. Les modèles scientifiques prévoient un hiver nucléaire, donc une décennie de froid, et l'agriculture mondiale qui s'effondre. Potentiellement, la fin de notre espèce. Petrov réfléchit. Si les Américains lançaient une première frappe, ils enverraient des centaines de missiles, pas 5. Il conclut donc à une fausse alerte et il ne transmet pas l'information. Ce jour-là, Petrov a pris la bonne décision puisqu'il s'agissait d'une fausse alerte due à un dysfonctionnement des satellites soviétiques. Et cet exemple, c'est loin d'être le seul. 20 ans plus tôt, pendant la crise de Cuba, un officier soviétique du nom de Vassili Arkhipov a refusé de lancer une torpille nucléaire depuis un sous-marin encerclé par la marine américaine. Il fallait l'accord unanime de 3 officiers, les 2 autres voulaient tirer, Arkhipov a dit non. Là encore, le pire a été évité. Depuis 1950, les États-Unis ont recensé officiellement 32 accidents nucléaires. D'ailleurs, ça paraît complètement fou, mais au moins 3 bombes nucléaires américaines n'ont jamais été retrouvées. Elles sont perdues dans la nature. Ce que tout ça nous montre, c'est que pour la première fois en 3,5 milliards d'années de vie sur Terre, un seul individu a la capacité de menacer la survie de sa propre espèce. C'est du jamais vu. Homo sapiens existe depuis 300 000 ans, la durée de vie moyenne d'un mammifère c'est entre 1 et 2 millions d'années. En théorie on est donc loin de disparaître, sauf que quand je vois ce qui se passe dans le monde, j'ai vraiment l'impression que notre espèce est à 2 doigts de s'autodétruire. Comme j'aime les faits et la science, j'ai voulu savoir ce que les chercheurs pensent vraiment de l'avenir de notre espèce. Je suis tombé sur un argument développé par des chercheurs d'Oxford, de Cambridge, de Princeton, qui fait froid dans le dos. Leurs recherches suggèrent qu'on est peut-être en train de vivre le moment le plus décisif de l'histoire humaine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. On est en 1950 à Los Alamos, dans l'état américain du Nouveau-Mexique. 4 physiciens déjeunent ensemble, parmi eux Enrico Fermi, prix Nobel, concepteur du premier réacteur nucléaire. Au milieu de la conversation, Fermi pose une question toute simple, mais où sont-ils tous ? L'idée derrière sa question, c'est que notre galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles et de planètes. On sait que les ingrédients de la vie existent ailleurs, donc statistiquement, il n'y a aucune raison de penser qu'on soit les seuls. En plus, l'univers a presque 14 milliards d'années, des civilisations auraient eu largement le temps d'émerger, de se développer, d'envoyer des sondes, de construire des satellites, bref, de laisser des traces visibles. Et pourtant, rien. Ça fait des décennies qu'on scrute le ciel avec des outils hyper perfectionnés, des milliards de données ont été analysées, il n'y a pas un seul signe confirmé d'intelligence extraterrestre. L'univers devrait grouiller de vie, et le silence est total. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, et quand on y réfléchit bien, c'est une des données les plus inquiétantes qui existent. Parce que ce silence, il pose une question simple, qu'est-ce qui empêche les civilisations de durer ? Pourquoi est-ce que personne, nulle part, n'a survécu assez longtemps pour qu'on le sache ? En 1996, Robin Hanson, un économiste américain, propose une réponse. S'il y a autant de planètes et 0 civilisation visible, c'est que quelque part, sur le chemin entre la matière inerte et une civilisation spatiale, il y a un obstacle gigantesque. Une étape que presque personne ne franchit. Il appelle ça le grand filtre. Pour bien comprendre, imaginez plusieurs niveaux d'évolution. Le premier, c'est l'apparition de la vie. Puis la vie complexe, l'intelligence, la technologie, et le dernier niveau, c'est devenir une civilisation capable de s'étendre dans l'espace. Le grand filtre, c'est le niveau que quasiment personne ne passe. Et le silence de l'univers, c'est la preuve que ce niveau existe. La question, c'est où est-il ? Soit il est derrière nous, l'apparition de la vie est un miracle tellement improbable qu'on est peut-être les seuls à l'avoir vécu. Le plus dur est fait. Ou alors, il est devant nous. La vie apparaît régulièrement, des civilisations émergent et elles s'autodétruisent avant de coloniser quoi que ce soit. Du coup, on n'a aucune trace d'elles. Face à ce constat, un philosophe d'Oxford arrive avec un argument qui va peut-être vous étonner. Selon Nick Bostrom, trouver de la vie sur Mars serait en réalité une mauvaise nouvelle pour nous. Son raisonnement est simple, si Mars est complètement stérile, ça veut dire que l'apparition de la vie est extraordinairement difficile. Donc le grand filtre est là, à cette étape, on l'a franchi, on est tranquille. Par contre, si on trouve de la vie, même des bactéries, ça veut dire que la vie apparaît relativement facilement. Et si elle apparaît facilement, le filtre n'est pas à cette étape, il est plus loin.
Selon Bostrom, plus la vie trouvée est complexe, plus c'est inquiétant pour notre propre survie. Et sans vouloir plomber l'ambiance, la NASA a annoncé que le rover Perseverance avait découvert dans un ancien lit de rivière ce qu'elle appelle une biosignature potentielle. Des motifs minéraux associés à du carbone organique qui pourrait avoir été produit par une activité microbienne. A year ago, we thought we found what we believe to be signs of microbial life on the Mars surface. And so we put it out to our scientific friends. And after a year of review, they've come back and they said, listen, we can't find another explanation. So this very well could be the clearest sign of life that we've ever found on Mars. Bon, si le filtre est peut-être devant nous, la question c'est est-ce que notre espèce montre des signes de s'en approcher? Est-ce que Homo sapiens est en train de construire les conditions de sa propre disparition? Avant de regarder les menaces concrètes, il faut d'abord prendre du recul sur ce qui se passe. Homo sapiens existe depuis 300 000 ans. Pendant l'immense majorité de cette existence, on vivait dehors, on chassait, on cueillait, on travaillait de nos mains. L'agriculture, ça fait 10 000 ans qu'on l'a développée. L'industrie, 200 ans. Les ordinateurs, 60 ans. L'IA générative, seulement quelques années. En un clin d'œil à l'échelle de l'évolution, on est passé de tailler des pierres à avoir aujourd'hui sous la main un bouton nucléaire. Et le truc, c'est que notre cerveau n'a pratiquement pas changé. On gère des technologies du 21e siècle avec un cerveau de chasseur-cueilleur. Et aujourd'hui, ce décalage a des conséquences qui pourraient menacer la survie de l'espèce. Revenons à Petrov. Quand il était dans son bunker en 1983, il a eu quelques minutes pour douter, pour peser les probabilités, pour écouter son intuition. Aujourd'hui, c'est très différent. En janvier 2025, il y avait dans le monde 12 241 ogives nucléaires. Environ 2100 sont en état d'alerte opérationnelle élevé, prêtes à partir en quelques minutes. Mais la vraie rupture, c'est l'entrée de l'intelligence artificielle dans ce domaine. En 2024, on a appris que les forces israéliennes utilisaient un système d'IA appelé Lavender pour identifier des cibles. La même année, aux États-Unis, OpenAI retire l'interdiction des usages militaires dans ses conditions d'utilisation. On a créé les armes les plus destructrices de l'histoire, et maintenant on commence à déléguer leur utilisation à des intelligences artificielles qu'on ne comprend même pas complètement. À côté de ça, avec des outils comme CRISPR, on est aujourd'hui capable de modifier le code génétique de n'importe quel organisme vivant. C'est une révolution pour la médecine, mais c'est aussi un pouvoir qu'on n'avait jamais eu, celui de créer, volontairement ou par accident, des pathogènes contre lesquels on n'a aucune défense. Si le grand filtre existe, et si c'est le moment où une civilisation crée des outils plus puissants que sa capacité à les contrôler, on est peut-être pile dessus. Pendant mes recherches, il y a un autre sujet qui m'a intrigué, et il concerne le cerveau des personnes au pouvoir. Un neuroscientifique canadien, Sukhvinder Obi, a voulu savoir ce que le pouvoir fait concrètement au cerveau. En utilisant une technique appelée stimulation magnétique transcrânienne, il a montré que quand une personne se retrouve en position de pouvoir, l'activité dans les zones liées à l'empathie baisse de manière mesurable. Le mécanisme qui nous permet de ressentir ce que l'autre ressent s'affaiblit. Mais ce qui est encore plus fou, c'est la suite. Dans une autre étude qu'il a faite, le scientifique arrive à la conclusion que même quand on demande consciemment au sujet de forcer leur empathie, de faire un effort, ça ne change rien. Le pouvoir ne fait pas que les dirigeants cessent d'essayer de comprendre les autres, il diminue leur capacité de le faire. Les personnes qui ont le plus de pouvoir sur notre survie collective sont neurologiquement les moins équipées pour mesurer l'impact de leurs décisions sur les autres. En parallèle de tout ça, j'en ai pas encore parlé, mais il y a le changement climatique. Alors c'est pas ça qui va directement éteindre Homo sapiens, mais c'est un multiplicateur de menaces. La Banque mondiale projette que 216 millions de personnes pourraient être forcées de migrer à l'intérieur de leur propre pays d'ici 2050. Les ressources en eau diminuent dans certaines régions, les terres cultivables reculent, et quand les ressources se raréfient, les tensions montent. En gros, l'augmentation de la température sur Terre ne devrait pas exterminer notre espèce, mais ça fragilise tout le reste. Et dans un monde nucléarisé, algorithmiquement armé, dirigé par des cerveaux que le pouvoir abîme, chaque fragilité de plus compte. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déprimés, j'avoue que cette vidéo est pas hyper optimiste, et je suis vraiment désolé parce qu'il reste une dernière chose à voir qui pourrait bien affaiblir notre espèce. En 1811, dans le nord de l'Angleterre, un tisserand apprend que son poste dans l'atelier où il travaille depuis 20 ans va être remplacé par une machine. Du jour au lendemain, son savoir-faire ne vaut plus rien. Et il est loin d'être le seul. Des milliers d'artisans textiles se retrouvent dans la même situation. Ces gens ne sont pas contre le progrès, mais le tissage, c'est pas juste leur métier, c'est ce qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils nourrissent leur famille, c'est leur place dans la société. Alors, ils se révoltent. Ils détruisent les machines, et la répression est violente. Procès de masse, pendaison, déportation. On les appelle les Luddites.
Je vous raconte cette histoire parce que 200 ans plus tard, on est en train de revivre la même chose, mais à une échelle beaucoup plus grande. L'Organisation internationale du travail estime que 25% des emplois mondiaux sont exposés à l'IA générative. Dans les pays riches, c'est un tiers. En 1811, c'était quelques milliers de tisserands dans le nord de l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est potentiellement des centaines de millions de personnes dans le monde. Et cette fois, c'est pas les muscles qu'on remplace, c'est l'intelligence, la créativité, ce qu'on pensait être irremplaçable. Une civilisation, c'est pas juste des infrastructures et des armes. C'est des millions de gens qui se lèvent le matin avec une raison de le faire. Si cette raison disparaît à grande échelle sans qu'on construise quelque chose pour la remplacer, on se retrouve avec une société qui tient debout en apparence, mais qui est fragile de l'intérieur. Et une civilisation fragile face aux menaces qu'on a vues, c'est le genre de scénario qui pourrait ressembler à un grand filtre. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce qu'on peut enfin savoir si Homo sapiens va bientôt s'éteindre ? La réponse, c'est pas vraiment. Si on regarde l'effet biologique, notre espèce a tout pour durer. On est 8 milliards, on a survécu aux glaciations, aux pandémies, aux famines. On est les êtres vivants les plus adaptables que cette planète ait connus. Mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'on est en train de jouer une partie qu'aucune espèce n'avait jamais jouée avant, avec des règles qu'on invente en avançant et des outils qu'on ne contrôle même pas vraiment. Pour en revenir au grand filtre, au silence de l'univers, peut-être qu'en fait on regarde ça du mauvais côté. Peut-être que l'univers est silencieux pas parce que toutes les civilisations développées finissent par s'autodétruire, mais parce que personne n'est encore allé aussi loin que nous. Peut-être que sur des dizaines de planètes, en ce moment, d'autres formes de vie sont en train d'évoluer, elles développent des outils, elles commencent à comprendre leur monde, mais elles n'ont pas encore conquis l'espace. Si on est vraiment les premiers à être allés aussi loin, j'espère qu'on pourra prouver qu'une civilisation aussi puissante que la nôtre est capable de grandes choses sans se détruire au passage. J'espère qu'on donnera l'exemple, même si pour l'instant, personne ne regarde.